Voilà, alors on arrive ici à la croisée des chemins, ou plutôt à une sorte de départ dans le système de la réflexion sur ces systèmes de la logique psychopolitique, c'est-à-dire, premier grand chapitre, la question esthétique, psychopolitique, esthétique immanente au sens de Kant, c'est-à-dire dans quoi je vais chercher tout ça? Quels sont les éléments qui permettent de prélever dans quels espaces, dans quel temps, mais aussi dans quelle procédure logique on va pouvoir organiser une pensée critique de tout ce qui nous est donné d'aborder du domaine psychopolitique. Alors, il est bien évident que dans le psychopolitique, ça ne sera pas la nature qui m'offre ces marchandises, mais bien au contraire, des éléments culturels du fonctionnement individuel et collectif que sont d'une part le miroir, conditionnement des narcissismes individuels et collectifs, base de fonctionnement de la pensée réfléchissante du point de vue kantien, et d'autre part la représentation des objets qui constituent pour moi une détermination des objets et qui met en œuvre tout ce pouvoir de fascination que les objets vont avoir sur moi au travers de donc représentations déterminantes. Dans les deux cas, qu'il s'agisse du fonctionnement réflexif ou du fonctionnement déterminant, ça va pouvoir se produire à l'intérieur ou à l'extérieur d'un sujet individuel ou à l'intérieur d'un sujet collectif, ou bien à l'extérieur d'un sujet individuel ou d'un sujet collectif. Alors, j'ai donc souhaité ajouter au plan kantien des éléments de la logique en départ dans cette partie de l'esthétique. C'est pas, d'une certaine manière, c'est pas logique par rapport à la formulation de ce que je souhaitais faire dans le plan, puisque la logique, à proprement parler, se situe dans la partie intermédiaire, dans la partie centrale de l'ouvrage et de tous les ouvrages qui essayent de démêler un petit peu ces questions critiques. Mais au fond, j'ai choisi de poser certains grands chapitres, certains grands éléments touchant à la question de la logique, dans la mesure où ils ne prêtent pas le flanc à la discussion, et dans la mesure où ils sont effectivement participants du caractère massif de ce qui m'est donné dans une expérience vécue, ou du moins de ce qui m'est donné comme instrument interne inné pour traiter une expérience vécue, puisqu'on est dans ce domaine de l'esthétique qui n'est pas ici transcendantal, mais qui sera bien entendu bien plus immanente au sujet qui la met en œuvre. Alors, le terme esthétique pose problème, nous pose problème, particulièrement depuis Baumgarten et Kant, puisque dans la définition au fond antique, qui est celle donc d'Aristote ou peut-être de Platon, l'esthétique est véritablement le fond physiologique de la sensibilité, ce qui permet que je perçoive un certain nombre d'informations venues du dehors, de la nature, ou pas de la nature, mais en tout cas, il y a là une dimension physiologique qui avait été un petit peu
remanié, modifié par Baumgarten, qui s'était intéressé à la chose esthétique au sens romantique du terme, déjà avant la lettre, qui s'intéressait à l'art, qui s'intéressait à ce que Kant a repris sous le terme de jugement de goût. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on est héritier des deux sens du terme et qu'il n'est pas toujours très clair de savoir de quoi on parle. Alors, pour ce qui me concerne, dans cet ouvrage, je considère toujours l'esthétique dans sa première définition, archaïque, physiologique, qu'il s'agisse, encore une fois, du sentiment, au fond, individuel ou collectif, d'avoir la capacité de percevoir des données, des informations, des éléments du monde, mais pas uniquement du monde de la nature, mais du monde aussi de nos semblables. Alors ça va compliquer, bien entendu, le plan kantien qui se suffisait de deux intuitions pures a priori avec l'espace et le temps, qui plus est étaient considérées comme très distinctes l'une de l'autre. Il est vrai que, d'une part, je ne suis pas tout à fait certain d'être capable de faire la différence tout du long entre l'espace et le temps, tout du long de l'espace et tout du long du temps. Il n'est pas si certain que le temps ne soit pas une dimension de l'espace, et à ce moment-là, réciproquement aussi. C'est-à-dire qu'à la limite, toutes les dimensions de l'espace pourraient assumer cette fonction de temporalisation, de subjectivisation. Alors, voilà, j'ai osé cette lecture rapide, cette interprétation justement qui pose cette question-là, de dire que l'a priori kantien pourrait être considéré en général comme ce qu'on entend par l'origine interne des informations, hein, l'origine interne de la donne. Et donc, la posteriori concernerait tout ce qui se passe à l'extérieur d'un sujet, d'un espace de centralisation, d'un centre ontologique, de ce qui se passe, de ce qui se dit, de ce qui se raconte. J'évite le terme d'être qui est en définitive assez louche. Voilà. Alors, au fond, ces éléments que j'ajoute, que j'apporte, qui viennent étayer, compléter ou peut-être perturber la belle clarté du plan kantien, ce sont les éléments qui concernent la jouissance et la violence. Et au fond, les éléments de logique qui concernent cette jouissance et cette violence, en postulant que il y a quelque chose de la jouissance ou de la violence qui est absolument interne au sujet et qui va conditionner la perception des choses du monde. Et on s'approche avec ces conditions effectivement d'une définition freudienne, lacanienne du fantasme. C'est-à-dire, il y a une organisation logique des données, à la fois temporelles et spatiales, qui va être prédéterminée par une sorte de condition fantasmatique qui va pouvoir dépendre de chaque sujet, individuel ou collectif. C'est en cela qu'on s'éloigne quand même du système freudien. Alors, je reprends toujours donc cette métaphore de Kant qui reprochait à Aristote d'avoir traité les catégories sur un mode rhapsodique, c'est-à-dire d'en rajouter toujours une nouvelle à une nouvelle et de les faire se suivre comme ça à la queue leu-leu, un petit peu indéfiniment.
ce qui n'est pas bien entendu du tout le cas des tables des catégories et tables des jugements chez Kant. Je prends donc là un risque, bien sûr, de passer d'un système relativement structuré, relativement simple, relativement rigide aussi, à quelque chose d'un peu plus souple, ou à la fois d'un peu plus riche, mais d'un petit peu plus casse-gueule, bien entendu, puisque ça peut aller à volo, cette affaire des catégories rhapsodiques. Ici, il ne s'agit pas des catégories, on n'en est pas encore là, loin de là d'ailleurs, il s'agit des intuitions pures a priori, et j'en décline donc un certain nombre, ce qui nous entraîne dans le risque d'une diffluence, d'une redondance, de quelque chose d'assez louche si on regarde la tradition, par exemple, aristotélicienne. Je crois qu'on peut difficilement faire l'économie de cette extension des possibilités de percevoir à la fois des concepts, des idées et des sensations. On ne peut pas facilement s'en passer, et qu'à tout prendre, il vaut peut-être mieux les traiter à l'étage des intuitions pures et à l'étage donc de l'esthétique, plutôt que de s'encombrer de tout ce cheminement incertain lorsqu'on va vouloir traiter de l'analytique, des catégories à proprement parler, des jugements, etc. Donc, voilà, on va s'embarquer là-dedans et traiter point par point la négation, ces fameuses lois de De Morgan qui me semblent, moi, fondamentales et incontestables de quelque point de vue qu'on se place. Et c'est donc la raison pour laquelle je pense qu'elles ont leur place ici et maintenant, là, dans ce chapitre de l'esthétique. Il y aura aussi la question du sens et de la symétrie, qui serait d'une certaine manière l'envers du sens, la question de la réversibilité chez Piaget, par exemple. Et puis surtout, donc, la question de l'inceste, qui est, je le pose comme ça pourra se discuter, mais qui est initiale, inhérente à tout sujet dans les conditions psychopolitiques où nous fonctionnons par les temps et les espaces qui nous soutiennent.